Et nous enchaînons avec Enjeu patrimoine. Nous allons revenir sur le dispositif mis en place jusqu'à fin 2022, un dispositif exceptionnel qui permettait un déblocage exceptionnel de certains fonds sur un plan d'épargne salariale jusqu'à 10 000 euros pour pouvoir faire face à des problématiques de pouvoir d'achat, notamment en lien avec l'inflation, un dispositif qui a finalement été assez peu utilisé. Et pour cela, nous avons le plaisir d'en parler sur le plateau avec deux experts de l'épargne salariale. Nous avons donc tout d'abord le plaisir d'être accompagnés par Catherine Peylenic. Bonjour Catherine Peylenic. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice générale d'Epsens. Nous avons également le plaisir d'être accompagnés par Pierre Havet. Bonjour Pierre Havet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes délégué général de Fondacte. Nous allons commencer avec vous, Catherine Peylenic. 2022, une année exceptionnelle pour ne pas dire record en matière d'épargne salariale. Je lisais à peu près 170 milliards d'euros déposés sur des supports d'épargne salariale. Sur ces 170 milliards d'euros, on comptabilise 1,1 milliard d'euros débloqués de manière anticipée, alors même qu'en 2022, justement pour faire face à l'inflation, pour faire face à la perte de pouvoir d'achat des ménages, un dispositif avait été mis en place par le gouvernement, cette possibilité de pouvoir débloquer de manière anticipée, sans payer les cotisations sociales associées, jusqu'à 10 000 euros, et ce jusqu'au 31 décembre 2022. On se rend compte finalement qu'il n'y a pas eu tellement plus de demandes en 2022 que les autres années. Comment est-ce que vous l'interprétez? Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, d'abord, on n'est pas forcément étonné. Quand je dis nous ne sommes pas forcément étonnés, ce sont les professionnels. Et je pense que Pierre me rejoindra sur le sujet par ce faible succès. D'accord. En même temps, on est ravis que l'épargne salariale ait eu quelque part un peu son halo de lumière à l'occasion de cette nouvelle. Mais on voit bien que l'épargne salariale, c'est considéré comme une épargne longue et donc pas forcément adaptée à des nécessités liées à des problèmes de pouvoir d'achat, j'allais dire plus conjoncturels. D'accord. Vous savez qu'il y a beaucoup d'inflation et que le but c'est de lutter contre l'inflation. Qui dit inflation dit des remontées des prix, nécessité de sauvegarder le pouvoir d'achat, nécessité d'épargner. On sait que les taux d'épargne en France, je crois, n'ont jamais été aussi hauts puisqu'on dépasse les 17%, bien sûr, alors qu'on était à un peu plus de 14% avant la crise sanitaire. Donc ce taux d'épargne est resté très élevé. Ce n'est pas cette mesure de déblocage anticipé, pas plus que les précédentes, qui avaient eu peu de succès également, mais celle-ci en a encore moins, puisque je crois qu'en 2004, il y avait eu 8 milliards d'euros de débloqués. En 2008, 4 milliards d'euros. En fait, ça n'arrête pas de diminuer avec, en ce qui nous concerne, moins de 4 000 euros débloqués par personne. D'accord. Donc bien loin du plafond de 10 000 euros dont vous parliez tout à l'heure. Donc on préfère garder, même dans un contexte inflationniste où on peut avoir quand même... il y a des questionnements sur le pouvoir d'achat, il y a eu on a pu lire dans la presse ou voir effectivement des négociations en matière de salaire ou autre, mais son épargne salariale, on préfère la garder placée. On préfère la garder ou de toute façon on a la possibilité d'en disposer. Vous savez que 60% à peu près de l'épargne salariale est disponible. Bien sûr. Aujourd'hui, donc vous n'avez pas besoin de recourir à une mesure de déblocage exceptionnelle anticipée. Oui, parce qu'on vient débloquer celle qu'on avait placée avant, bien sûr. Oui. Exactement. Si vous êtes chômeur, vous n'avez pas forcément d'épargne salariale débloquable. Bien donc sûr, il y a toute une catégorie de la population aussi qui n'est pas concernée. Et puis, comme les Français épargnent, ils n'épargnent pas que sur leur épargne salariale. On sait qu'il y a le livret A, qu'il y a les comptes de dépôt. Donc il y a aussi d'autres possibilités d'épargne plus liquides facilement. D'accord. Et moins risquées quand vous êtes investi sur des marchés boursiers, par exemple. Au vu de la volatilité de ceux-ci, c'est peut-être pas le moment idéal pour sortir. Et il faut peut-être mieux garder votre épargne salariale. Parce qu'il y a peut-être un sujet aussi en lien avec la performance des marchés financiers à la même période. Absolument. Bon, on y reviendra, mais voilà. Pierre Havet, juste avant, de manière générale, vous constatez finalement un faible taux de déblocage anticipé par rapport à ce à quoi on aurait pu s'attendre, étant donné qu'on facilitait en tout cas cette possibilité. Ça vous a pas étonné? Pas du tout. Non. Absolument pas. Non, je souscris totalement à ce qui vient d'être rappelé. Tous ces chiffres sont complètement exacts. Il y a déjà eu 4 essais auparavant dans les 20 dernières années, et ça s'est toujours soldé par des résultats que je qualifierais de pitoyables. D'accord. Donc c'est pas la méthode. C'est juste pas la méthode pour relancer le pouvoir d'achat et pour combattre l'inflation. Donc assez clairement, il faut aller sur d'autres chemins. Et en plus, cette fois-ci, on a voulu éviter certains effets d'aubaine qui s'étaient produits au tournant des années 2010 et
juste avant ou juste après, où les gens avaient réinvesti immédiatement les sommes débloquées. Et donc on a mis en place une démarche bureaucratique pour que les personnes qui débloquaient leur intéressement, leur participation, enfin, les sommes de leur épargne salariale, conservent les factures des achats de biens et services, donc à disposition du fisc. Bon, moi je veux bien. Mais ça rajoute une complexité qui fait qu'on n'a pas forcément envie d'aller chercher l'argent à cet endroit-là. Ce n'était pas forcément ce dont on avait besoin. Donc, très clairement, il faut peut-être qu'on en vienne aux vraies valeurs de l'épargne et de l'actionnariat salarié, aux vraies valeurs que nous, on défend. C'est-à-dire qu'on défend que les entreprises s'intéressent au partage de la valeur au bénéfice de leurs salariés. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui est du moyen ou du long terme. Et une grosse partie de l'épargne salariale dont bénéficient les salariés français, qu'il s'agisse d'épargne salariale sur les P2E ou qu'il s'agisse de plans d'épargne retraite, c'est une épargne c'est peut-être la seule épargne même que les gens peuvent avoir et conserver jusqu'au moment où ils prendront leur retraite. Ça fait écho avec certains sujets. Bien sûr, qui se discutent en ce moment. Totalement d'actualité, c'est sûr. Exactement. Donc l'épargne salariale reste et restera, selon vous, une épargne de moyen-long terme. Ah bah oui, il faut que ça soit ça. Il faut que ça soit ça, en sachant que les gens qui ont besoin de l'argent, je crois que Catherine y a fait allusion à l'instant, les gens qui ont besoin de l'argent au moment de la distribution, de la participation ou de l'intéressement, ils peuvent faire un choix qui est tout à fait légitime. C'est de toucher l'argent immédiatement. Et de prendre cet argent, et pour une large partie des gens qui le font, qui plus est, de le faire sans imposition. Catherine Peillenic, je voudrais revenir effectivement sur ce sujet. Alors effectivement, donc vous l'avez mentionné, quand il y a une proposition donc d'intéressement ou de participation, on peut choisir de le toucher directement ou de le placer sur des supports donc d'épargne salariale. Et ensuite, ça peut être placé avec une exposition plus ou moins forte au marché financier. Est-ce que la performance des marchés financiers peut venir expliquer finalement à la période où on pouvait débloquer donc de manière anticipée, à savoir sur cette fin d'année 2022, peut venir expliquer le comportement du déblocage ou non, ou ça reste à la marge finalement de... Je pense que ça reste à la marge, comme le disait Pierre. Je pense que maintenant il y a une véritable conviction selon laquelle l'épargne salariale, c'est une épargne longue, c'est une épargne pour préparer, en tout cas, qui a vocation à préparer sa retraite, ou en tout cas des projets. Oui, puis ça peut être une résidence principale, l'achat d'une résidence principale. Voilà. C'est un cas de déblocage anticipé. Absolument. Donc, des vrais projets, mais des projets qui ne sont pas un projet à 15 jours. Donc, je crois que c'est vraiment... c'est beaucoup plus ça, la motivation, que, effectivement, les marchés financiers. Après, les marchés financiers, la volatilité fait que si on n'avait pas forcément besoin de cet argent, on avait peut-être plutôt tendance à se dire que ce n'était pas le meilleur moment pour sortir. Voilà. Mais c'est à la marge. Pierre Havet, vous mentionniez le sujet de partage de la valeur. Est-ce qu'on peut s'attendre, en lien avec l'inflation, à voir notamment, par exemple, un peu plus d'épargne salariale proposée aux salariés, plutôt que d'avoir des augmentations de salaire, par exemple? Alors, quand on voit l'épargne salariale prospérer dans les entreprises, c'est évidemment quelque chose que nous sommes, je pense, mes collègues comme moi, on est évidemment très favorable à ça. Bien sûr. On espère que ça va se passer. Bon, alors, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas se tromper de combat. C'est-à-dire que l'épargne salariale, c'est une partie du sujet, et il y a une deuxième partie du sujet qui est la loyale ou la juste rétribution dans l'entreprise. Et donc, il ne faut surtout pas qu'on s'en aille dans un mauvais chemin qui consisterait à dire qu'on va tout régler des problèmes de compensation de l'inflation ou de niveau de rémunération juste par du partage de la valeur ou d'épargne salariale. Donc les deux sont tout à fait distinctes. D'accord. Et les négociations annuelles obligatoires existent en ce qui concerne les rémunérations. Et le dialogue social, il est aussi alimenté par la mise en place des plans d'épargne, intéressement ou participation. Qui pour le coup, intéressement et participation, sont des mécanismes de partage de la valeur qui fonctionnent très bien. Exactement. Exactement. Ce sont des mécanismes de partage de la valeur qui ont, encore une fois, un avantage, c'est qu'ils ne remettent pas en cause les équilibres économiques de l'entreprise. C'est-à-dire que vous avez une année prospère, vous distribuez de l'intéressement ou de la participation, vous avez une année un peu moins favorable, plutôt éventuellement que de raboter sur votre masse salariale, donc éventuellement de licencier des gens, vous pouvez tout bêtement compresser un petit peu l'épargne salariale, les sommes que vous distribuez au titre de l'épargne salariale, parce que tout simplement vous avez vu votre résultat lui-même se compresser. Catherine Peillenic, alors là, effectivement, on faisait un bilan de ce dispositif spécifique en 2022, mais 2023 s'ouvre. Comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet d'épargne salariale en 2023 ?
Alors justement, pour rebondir sur ce que disait Pierre, il y a certainement un segment d'entreprises sur lesquelles l'épargne salariale est encore trop peu distribuée. Ce sont les petites entreprises, les toutes petites entreprises. Avec ce sujet, alors peut-être à tort, mais où on pense que c'est plus complexe parce que c'est porté directement par le dirigeant de mettre ces dispositifs en place. Alors, c'est plus complexe si on ne lui simplifie pas les choses, d'où la nécessité d'être très pédagogue. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On a créé un site qui s'appelle l'Essentiel par Epsens pour que les petites entreprises comprennent que pour fidéliser leurs collaborateurs, pour en recruter de nouveaux et ou pour optimiser son patrimoine, ce qui est souvent le cas dans les toutes petites structures, l'épargne salariale est un outil Bien sûr, étonnant et très appréciable. Après, quand vous voyez qu'il y a, je crois, moins de 15% des entreprises de moins de 10 salariés qui sont dotées d'un dispositif d'épargne salariale, il y a une vraie nécessité d'intégrer aussi tous ces salariés, parce que ces petites entreprises ont peut-être vocation aussi à devenir plus grandes. Bien sûr, oui. Et puis il n'y a pas de raison que ces salariés soient laissés pour compte, en quelque sorte. Et là, je pense qu'il y a nécessité de se rendre compte que c'est très facile, que l'intéressement, c'est quelque chose qui peut être mis en place même quand on ne fait pas encore de bénéfices, a fortiori des bénéfices qui rentrent dans le calcul assez abscon de la réserve spéciale de participation. Et donc, il faut, je pense, simplifier tout cela, et il y a un vrai sens à pouvoir porter la bonne parole, faire un peu de prosélytisme sur l'épargne salariale dans ces petites entreprises. Pierre Havet, 2023, ce sera l'année du coup des petites et moyennes entreprises en matière d'épargne salariale. C'est peut-être un vœu pieux encore aujourd'hui. Non, j'espère que non. Enfin, bon, en tout cas, vous espérez que non, que ce soit un vœu pieux? Non, je pense que Catherine me l'a pris, cette idée des PME, des ETI, mais tout simplement parce qu'on est dans le même combat et que clairement, il y a aussi des ambassadeurs à l'épargne salariale. Bien sûr, vous en avez reçu sur ce plateau. Bien sûr, régulièrement, oui. Assez régulièrement, dont un avec moi la dernière fois que je suis venu. Donc clairement, les ambassadeurs sont là aussi pour faire un peu de prosélytisme, ou même pas mal de prosélytisme en direction des TPE et des PME. Donc on va dire que, espérons que 2023 ou 2024 seront les années de ce prosélytisme, du fait qu'on va dépasser ce mauvais chiffre que rappelait Catherine à l'instant. C'est vrai que c'est pas admissible qu'on ait d'un côté 10 ou 15% des entreprises équipées et que dans les plus grosses, on soit plutôt à 85 ou 90%. Il y a quelque chose à corriger, clairement. Et l'explication, c'est juste cette complexité mise en avant, ou le fait que le décideur est celui qui, en même temps, décide pour tout. Oui, tout à fait. Il est un peu, excusez l'expression, un peu au four et au moulin. Bien sûr, oui. Il est DRH, mais il n'est pas que DRH. Évidemment, il est patron, il dirige le business, il est souvent directeur financier. Et il ou elle, d'ailleurs. Voilà, il a beaucoup de choses à s'occuper, et le but, c'est de lui rendre la démarche la plus simple, la plus compréhensible et la plus rapide possible. Il y a l'histoire aussi, vous savez. Les grandes entreprises, elles ont commencé un peu avant, elles ont un coup d'avance. C'est assez normal. Bien sûr. Merci beaucoup, Pierre Havet, délégué général de Fondact. On finira là-dessus. Merci beaucoup, Pierre Havet. Merci également Catherine Peillonic, directrice générale d'Epsens. Merci à vous de nous avoir suivis, et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart.